Ostende, la lumière d'Ostende ont toujours attiré les peintres James Ensor, Purmeek, Paul Delvaux, que nous avons rencontrés à Saint-Idosbald. L'infinie variété des couleurs sur la mer et sur la ville reste un défi permanent, surtout pour le peintre qui, à l'exemple de Velázquez, Rembrandt ou Cézanne, veut exprimer avec le gris l'insaisissable du monde intérieur. Willy van den Busch, vous êtes le responsable directeur du musée d'art moderne où nous sommes en ce moment, qui est magnifique, qui est très moderne justement. Il y a une tradition de la peinture à Ostende, par la présence de James Ensor, de Purmeek, et par la présence également du musée d'art moderne à Ostende. Alors, ça tient à quoi selon vous? C'est-à-dire, il y a trois peintres. Vous avez nommé deux, Purmeek et Ensor, mais il y a aussi Spiliart. Et c'est surtout Spiliart qui a beaucoup travaillé ici à Ostende, en face de la mer, pour avoir une idée absolument spirituelle de la mer. On parle toujours de la lumière, comme vous d'ailleurs tout à l'heure, mais au fond, c'est beaucoup plus que ça. Les artistes qui ont vécu ici à Ostende ont vraiment eu besoin de s'exprimer d'une façon expressionniste. Ça veut dire qu'ils voulaient s'exprimer de leur propre cœur, et c'était surtout l'ambiance de l'homme qui habitait la côte, c'est-à-dire le pêcheur, qui a inspiré ces peintres. Et pour Ensor, à ce moment-là, pendant qu'il vivait, il y avait une bourgeoisie ici à Ostende, qui est encore, parce que quand on se promène ici le long de la digue, on voit des vieilles dames qui sortaient d'un tableau d'Ensor. Ils sont encore là. Alors, je veux dire qu'ils étaient surtout fixés sur la vie à la côte. Et la vie à la côte est extrêmement prononcée ici à Ostende, parce qu'il y a quand même, pas seulement la plage ici à Ostende, mais Ostende est une ville. Il y a aussi une société. C'est une société, c'est ça, oui. Vous voulez dire que Ensor serait un peintre davantage critique? Ah, bien sûr. Il rigolait avec tout le monde, et au premier lieu avec soi-même. Mais il voulait quand même à ce moment-là aussi s'exprimer et dire aux gens, il faut prendre vous-même pas au sérieux. Il faut ridiculiser votre austérité, votre bourgeoisie, parce que c'était à ce moment-là une très haute bourgeoisie ici à Ostende. Mais à côté de ça, Ostende était à ce moment-là vraiment la ville, la reine des plages. Enfin, Et je dis tout ça parce que maintenant je vais essayer, avec le musée ici, de renouveler cette idée. De renouveler la ville, de donner à la ville quelque chose de plus important qu'elle a perdu. Parce que pour Qu'est-ce que la ville a perdu selon la vous? ville a perdu son statut. C'est ça qui manque maintenant à Ostende. Il y a des bâtiments qui sont partis, qui sont disparus. Des bâtiments extraordinaires qu'on a démolis. Et ça doit s'arrêter maintenant. Et avec le musée, je veux quand même jouer un rôle important pour sensibiliser les gens de ne plus faire ça. Mais au contraire, de travailler à renouveler l'idée de la ville comme reine des plages de la côte de Belge. Qu'est-ce qui vous plaît à Ostende? Qu'est-ce que vous aimez à Ostende? Quel est le quartier que vous aimez? C'est justement ça, le quartier populaire. Le quartier où a vécu Purmeek, par exemple. C'est de l'autre côté de l'entrée des bateaux, là, des mailboats. De l'autre côté. On appelle ça l'Opex ici à Ostende. Où il y avait le... Enfin, Purmeek a vécu ça, Spiliart a aussi vécu là-bas. C'est un endroit assez populaire, assez intact, resté intact, enfin. Parce que quand on voit comme on a démoli Ostende ici, de ce côté-ci, c'est quand même triste à voir.
plusieurs toiles de Permec, dont une qui représente une famille au chat. Oui, c'est ça. Oui. Hein? Comme vous voyez, c'est une toile assez grande. Et c'était à l'époque que Permec était un des fondateurs, avec Carrie Stork, entre autres, du club de cinéma, ici à Ostende. Et à ce moment-là, il y avait des écrans de cinéma de cette taille-là. Hein? Au fond, c'est la taille d'un écran de cinéma, ce tableau. Et il avait vu le film, un film de Charles Chaplin, un jour, mais il devait se mettre tout à fait devant. Et tout était, au fond, déformé, parce qu'il devait regarder comme ça. Hein? Du bas. Du bas, oui. Et c'est pour ça que ce tableau est un peu vu comme ça. Quand on regarde très bien... Alors, les corps sont déformés. Les corps sont comme ça, un peu déformés de tous côtés. Courbe. Courbe, c'est ça. C'est un tableau de 28, au moment qu'il était vraiment dans son expansion capitale. Et on voit encore qu'il était quand même un peu influencé par le cubisme. Hein. On voit les formes géométriques là-dedans, hein, qui rappellent encore le géométrisme. Un peu léger quand même, hein, la forme de l'obus. C'est ça, oui. Mais quand même, il est resté soi-même. Il n'a jamais été un cubiste doctrinaire. Ça n'existe pas. Hein. Et c'est vrai que la pipe est terriblement humaine, très très proche de Permec. Hein. Ah oui, oui, oui. Un peu naïve. Un peu naïve en même temps, oui. Paysanne peut-être. Paysanne, c'est mieux, oui. Hein. Mais le fond de ce tableau était presque abstrait. Hein. C'est un fond abstrait, c'est une abstraction lyrique, ce fond-là. Alors il a employé la lumière, ici, comme forme lyrique, hein, pour donner un peu plus d'expression à la figuration. Hein. Vous voyez là? C'est la même chose dans cet autre tableau ici. Un personnage pousse une carriole. C'est ça, oui. Hein? Il y a la lumière qui est dedans. Hein? Très jaune. Oui. C'est pas une lumière typiquement d'ici. Hein? Non. C'est une lumière d'intérieur. Hein? Pour donner une certaine psychologie à la totalité de l'expression. Cela dit, c'est un jaune citron que l'on voit très souvent dans Ostende, non? Qui accompagne le poisson. Oui, on peut tout expliquer comme ça, oui, d'accord. Oui. Live in the city, lock ourselves in rooms, go crazy with no time to rest, 4 walls of concrete and a door upon the street. Come with me, Come with me, come with me. come with me. Traffic, trains and aeroplanes, headlights always shining round the room. TV, Holocaust and hurricanes, murders going on outside the door. Let's not be logical, 24 hours a day. Leave the siren. En direct donc du casino avec un invité, Xavier Tricot, jeune historien d'art de 33 ans. 33 ans me fait penser au Christ. Le Christ me fait penser à James Ensor, puisque nous sommes au stand. Et je sais que vous êtes un passionné de James Ensor. Oui, c'est ça. Pourquoi? Pour des tas de raisons. Parce que justement, je me suis toujours intéressé à l'art, à la peinture, et certainement aux artistes ostendais. J'ai entamé mes recherches avec Léon Spiliart. J'ai fait une petite exposition de l'œuvre gravée de Spiliart et édité un petit catalogue. Et après, j'ai entamé l'œuvre énorme qui est la rédaction du catalogue raisonné des peintures d'Ensor.
Et ceci depuis déjà 7 ans. Il y a une sorte de trio infernal, non? Il y a vous, il y a Ensor, il y a Ostende. Alors comment pouvez-vous vous situer, vous, entre... Très bien. C'est Je deux me angles. sens très bien entre les deux, entre la mère et le peintre. Et comme je peins moi-même depuis pas très longtemps, je appréhende mieux la psychologie d'un peintre comme Ensor. Vous dites que sa vie est un roman. Vous avez fait une enquête sur à la fois le roman et la vie. Mais il faut bien, c'est nécessaire. Qu'est-ce que vous avez découvert? Que, en fait, sa jeunesse et sa vie sentimentale a eu une très grande influence dans son œuvre. Il a été énormément frustré et justement grâce à ces frustrations, il a pu produire ce qu'il a fait. Donc l'identification avec le Christ, ce n'est pas gratuit. Donc le peintre qui souffre et le Christ qui souffre. Le Christ qui a un message et ce peintre qui a un message. Donc c'était évident. Enfin, la métaphore est assez démesurée, enfin, comme souvent dans une métaphore. Ah oui, certainement. Mais je suppose que vous connaissez ces tableaux où on voit le Christ avec les traits du peintre. Donc il était très orgueilleux, ça en tout cas. Cette toile a une histoire. L'entrée du Christ à Bruxelles. Ah oui, et quelle histoire. Par rapport à Ostende, déjà. Oui, ce tableau a été pendant quelques années à Ostende, mais ce tableau appartenait à une collection privée. D'abord, c'était la nièce d'Ensor qui a hérité ce tableau. Cette nièce l'a vendu au directeur du casino de Knock, et ce directeur l'a revendu à un très très grand collectionneur anversois qui vit encore. C'est ce collectionneur qui l'a vendu au Paul Getty Museum à Malibu. Norbert Austin, vous êtes donc responsable de la maison, entre autres, de James Ensor. Et ce qui est très extraordinaire, c'est que nous entrons directement dans le magasin. Oui. Eh bien, c'était le magasin de souvenirs, coquillages, qui appartenait à la famille de James Ensor et qu'il a fermé dès qu'il est venu habiter ici, mais qu'il a gardé comme une sorte de relique pour une sorte de souvenir des temps passés. Il y a le comptoir, il y a encore la vitrine. Oui, la vitrine qui contient des masques, des coquillages et toutes sortes de curiosités de la mer qu'on vendait ici dans le temps, dans ce magasin. Comme il y avait d'autres magasins encore dans la ville, on appelait ça des bazars. C'est en effet la maison de son vieil âge. Les œuvres les plus spéciales, les plus importantes, il les a peintes dans la maison paternelle, ici, à 2 pas. Est-ce que vous voyez un lien entre Ostende et le monde, l'univers de Ensor? Alors, certainement, il y a d'abord la mer qui est une sorte de fil rouge dans toute l'œuvre de James Ensor. Il y a aussi le carnaval d'Ostende qu'il a utilisé comme sorte de symbole pour les gens, les hypocrites, qu'il a peint autant de fois dans ses œuvres. C'est le carnaval d'Ostende et aussi le fait que ses parents et son oncle et sa tante ici, ils vendaient et louaient aussi des masques et des costumes de carnaval. C'est tout ça qui lui a inspiré pour ces scènes de masques. Nous allons voir le salon. Oui, c'est en haut, au 2e étage. Le miroir est d'époque. Tout ce que vous voyez est d'époque, certainement, sauf les reproductions qu'on a mis pour rendre plus intéressant Une pièce étrange. Oui, c'est une sorte de reconstruction en 3 dimensions d'un tableau célèbre de James Ensor qui s'appelait Le vieillard malade. C'est un pêcheur qui est très vieux, qui est malade, qui se chauffe près de sa poêle.
C'est un tableau qui appartenait à la collection de la ville d'Ostende avant la guerre et qui a brûlé en 1940. Et pour utiliser cet espace qui était la cuisine, on a fait cette reconstruction en 3 dimensions. Eh bien, c'est le fameux salon bleu qui a eu son nom parce que le papier peint est en couleur bleue. C'est ici le studio de James Ensor, son atelier, en même temps que son chambre où il recevait les gens. Vous voyez au mur une copie du fameux tableau Entrée du Christ à Bruxelles. Ici, en effet, jusqu'en 1949, était accroché l'authentique, le vrai tableau, l'Entrée du Christ à Bruxelles, qui a été vendu depuis à un musée aux États-Unis, le musée à Malibu, et ici remplacé par une copie. J'aimerais bien que vous décriviez cette toile célèbre, l'Entrée du Christ. Bien, il a peint en 1888, il y a juste 100 ans, un siècle. Et pour vraiment comprendre ce tableau, il faut connaître la Bible et le Nouveau Testament surtout. C'est une allusion sur l'entrée du Christ à Jérusalem, une semaine avant Pâques. Mais Ensor a remplacé la figure du Christ par lui-même. Ensor est le Christ qui est critiqué par tout le monde, les gens d'Ostende, les officiels, les critiques d'art. Et la masse de gens, ce sont tous les gens qui s'opposent contre Ensor, sa peinture, ses compagnons dans la peinture, ses amis. C'est, si vous voulez, une sorte d'ancien régime qui s'oppose vers les idées nouveaux. C'est, en résumé, ce que représente le tableau, la vie du Christ, l'entrée du Christ à Bruxelles. C'est une sorte de pamphlet de l'art moderne, si vous voulez. Il y a une fanfare qui pousse la foule masquée. Oui. Il paraît, mais c'est très difficile pour retrouver tout cela, que beaucoup de personnages dans le tableau, ce sont des caricatures des gens du temps de James Ensor, des ministres, des critiques d'art, des gens ici d'Ostende même, mais on ne sait vraiment pas qui est qui dans ce tableau. Les autres tableaux, ce sont des tableaux très célèbres de James Ensor, mais en copie. Ce sont toutes des copies en photographie qui évoquent encore la façon de vivre du maître ici, dans sa maison. Beaucoup de masques. Hein. Oui, il y a des scènes de masques, des natures mortes, des scènes impressionnistes comme les 2 filles aux toilettes, des tableaux qui sont qu'on doit dater très tôt dans son œuvre, des tableaux des années 1840, 1880, excusez-moi, 1890. C'était aussi un musicien, et c'est la raison pour laquelle vous voyez ici un harmonium et un piano. Il a même écrit un ballet, une musique pour ballet, qui s'appelle La Gamme d'amour. Alors singulièrement suspendu sous le lustre, la boule. Oui, la boule, c'est très curieux. C'était une sorte de croyance chez les gens pour éviter les esprits mauvais. On pendait ça sous la lustre, ou bien dans le cheminée, ou bien on mettait ça dans le jardin sur un piédestal. James Ensor à Ostende, et entre autres une toile célèbre devant laquelle nous sommes. Ben oui, nous avons une bonne vingtaine de tableaux d'huile de James Ensor. Et le tableau le plus célèbre est sans doute l'autoportrait au chapeau fleuri, qui date de 1883. Au début, c'était un autoportrait très normal, et quelques années plus tard, James Ensor a ajouté le chapeau fleuri et quelques motifs en forme de cercle dans les coins du tableau. C'est une sorte de parodie ou de pastiche du tableau qui se trouve au musée de Vienne de Rubens, l'autoportrait au chapeau fleuri de Rubens. Ensor se montre comme le nouveau Rubens, le Rubens du 19e siècle.
Il y a d'autres toiles que vous aimez, ou qui sont importantes pour connaître James Ensor. Derrière vous, je vois une très belle toile, là. Avec les gendarmes. Eh bien, oui, allons voir. Le tableau des gendarmes, c'est un tableau très célèbre de James Ensor. Mais pour le comprendre, vraiment, il faut savoir une petite histoire qui s'est passée il y a 100 ans. C'est la grève des pêcheurs ici à Ostende qui s'oppose contre les pêcheurs anglais qui sont venus à Ostende pour vendre leurs poissons très bon marché. Il y a eu un combat entre les gendarmes et les pêcheurs. On a eu 2 morts. Et dans ce tableau, Ensor montre les pêcheurs qui ont été fusillés par les gendarmes. Et les pêcheurs sont dehors avec le drapeau rouge. Il y a les juges qui rient avec tout ce qui se passe. C'est une sorte de protestation contre les forces officielles et les riches faire les pauvres. Ici, c'est le portrait de sa mère sur son lit de mort. C'est un très curieux portrait, en somme, parce qu'il y a la figure de la mère qui contraste avec la nature morte, avec les flacons de médecine sur l'avant-plan. C'est une sorte de contraste impressionniste vers un style plus expressionniste à l'arrière-plan. En même temps, c'est un symbole, la médecine et la religion, parce qu'il y a le statut de Marie vers le mort. La médecine impuissant est très vers peinte, la mort. alors que la mer est dessinée. Oui, c'est le contraste dans le tableau même. Sur l'avant-plan, c'est dans son style des années 1880, et la mer est dans un style plus linéaire, plus expressionniste, qui est typiquement pour les années 1900 déjà, chez James Ensor. Il y a eu combien de périodes dans la vie de James Ensor? Enfin, brièvement, comme ça, Oui, schématiquement. brièvement, 4. Les tableaux de jeunesse et les tableaux qui datent des années de l'Académie à Bruxelles. Puis il y a une courte période très impressionniste avec des très bons tableaux, comme la mangeuse d'huîtres, par exemple. Puis il y a les tableaux de masques, constituent dans les dernières années des années 1880, avec le tableau célèbre, l'entrée de Christ à Bruxelles. Et puis Ensor commence à se répéter. Et puis dans les années 1900, il peint beaucoup de nature morte, d'intérieur, d'autoportraits, des petites marines, dans un genre plutôt commercial. Oui, je suppose que le travail de Permec n'a rien à voir avec celui de James Ensor. Et pourtant, ils sont confrontés à la même lumière et à la même ville, Ostende. Oui, mais Permeke est plus jeune que James Ensor. C'est une autre génération. Ensor est né en 1860. Permeke est né en 1886. Il y a 26 ans entre les deux. C'est une génération. Et la génération de Permeke, ce sont les peintres qui ont débuté dans le style impressionniste, dans les années avant la Première Guerre mondiale, mais qui ont changé pendant la guerre vers un style plus moderne. Et il y en a eu qui sont devenus des abstraits, des cubistes, et il y en a aussi des peintres qui sont devenus des expressionnistes, comme en Belgique, Teitgat, De Smet et surtout Permeke. Permeke a vécu à Ostende pendant plusieurs années, rue Longue, rue de Bruxelles, sur les quais. Et il a peint la vie des marins, la vie des pêcheurs, les femmes des pêcheurs. Et quand il est allé à Jabeke, un village tout près d'Ostende, il a surtout été intéressé par la vie des paysans. Mais ce qu'il représente, ce ne sont pas les tableaux charmants. C'est très expressionniste. Il montre ce qui est important dans une figure. Par exemple, ici, il y a la maternité. C'est une femme qui donne le sein au bébé. Il met l'accent sur les seins, sur les formes brutes de la paysanne qui allaite son bébé. C'est charmant, mais d'une autre façon. Le visage est presque celui d'un homme. Hein. Ah oui, c'est une femme qui a
qui a eu une vie très dure dans les champs, et ça se voit. Qui a d'immenses pieds. Ah oui. Il met l'accent sur tout ce qui est important chez les gens de leur sorte. Ils sont très forts, très bruts. C'est la même chose avec l'homme au panier qu'on va à l'autre côté de la salle. De nouveau, il met l'accent sur les mains, sur les pieds, sur le corps. C'est un homme costaud, comme on dit. Un paysan qui travaille du matin au soir. Il y a le volume du paysan et le volume du panier. Ah oui, c'est son moyen de vivre qui est dans le panier. Il va au marché avec les fruits ou du lait ou des œufs. Ce qui est très étonnant, c'est que le paysan est peint selon une diagonale. Oui, c'est Il pour, n'est pas debout droit. c'est pour donner un certain dynamisme au tableau. Il est en train de marcher, et c'est ça ce que Vermeek a voulu dire. Il est en train d'aller vers le marché, je pense. Au fond, Xavier Tricot, Ostende peut susciter des univers très différents, comme celui de Purmeek et celui de Ensor. Comment est-ce possible? Question très difficile. Je pense qu'il faut puiser dans l'univers personnel de chaque individu. Ils sont des lames de l'artiste. Et chacun traduit à sa manière ce qu'il vit ici à Ostende. Et nos trois grands peintres, avec donc Ensor, Purmeek, Spiljart, et aussi un quatrième qui n'est jamais cité, c'est Jan de Klerk. Ces quatre peintres ont traduit à leur façon ce qu'ils ont vécu, et je pense que c'est très très bien. Il y a une période privilégiée chez Ensor, qui se situerait vers 1890. Et vous dites à propos de cette période, le peintre souffre d'ensorite. Oui, l'ensorite serait des accès d'inspiration acerbes et acérés, puisés dans son vécu personnel. À ce moment-là, il passe une période très très difficile dans sa vie. Ils se sont persécutés, justement comme le Christ. Ils ne se sont pas reconnus. Il est très imbu de sa personne, et il sait qu'il vaut quelque chose. Il sait qu'il est un grand peintre. Et toutes ces frustrations, il les traduit dans ses tableaux, souvent de petits formats, mais qui sont de vrais joyaux. Pour moi, la meilleure période en Ensor se trouve justement autour des années 1890. C'est un visionnaire, selon vous, enfin un voyant, enfin au sens rabaldien? Oui et non. Je pense qu'on peut le comparer avec des artistes comme Odilon Redon ou Alfred Kubin. Je pense que ces deux-là sont très très proches d'Ensor. Pas dans leur moyen d'expression, mais plutôt dans leur vision. Paul Delvaux, tout d'abord, merci d'être venu dans ce lieu, dans la fondation qui porte votre nom, à Saint-Idesbald. Fondation où se trouvent réunis un certain nombre de toiles importantes qui montrent un univers tout à fait saisissant, où se rencontrent des trains, des tramways, des forêts, des cités grecques, des rues romaines, des femmes à demi nues, des savants en redingote, et une mythologie très souvent lunaire. Alors j'aimerais vous demander comment vous avez commencé à travailler. Est-ce que c'est en vous souvenant de votre propre enfance? Mais je ne sais pas, je crois que c'est venu petit à petit, parce que je dois vous dire que j'ai toujours eu une adoration pour Jules Verne. Depuis que j'ai 7, 8, 10 ans, on m'a offert des livres de Jules Verne que j'ai lus avec passion, et cette passion est restée. N'est-ce pas? Et vous voyez dans certains tableaux des savants, eh ben, c'est de l'atmosphère des romans Jules Verne que c'est sorti.
j'ai voulu recréer dans certains tableaux un semblant de l'atmosphère que j'ai trouvée dans les livres de Jules Verne. Il y a quand même un certain nombre de fragments de beaucoup d'univers dans vos toiles. De l'hiver. Des fragments d'univers. Il y a le monde grec, le monde latin, le monde oui. moderne. Oui, écoutez, j'ai fait des études gréco-latines à l'Athénée de Saint-Gilles à Bruxelles. Et de ces études qui étaient de fort médiocres, n'est-ce pas, j'en ai gardé un souvenir impérissable, on peut dire. N'est-ce pas, j'ai gardé de ça une espèce de fond de culture qui est devenu une fond de nature aussi. N'est-ce pas, j'ai aimé l'Antiquité parce qu'on me l'a fait aimer. Et alors de là, de l'Athénée, donc avec un certain nombre d'années, quand je me suis mis à peindre, tout à coup des souvenirs me sont revenus, n'est-ce pas? Et j'ai peint des temples grecs, j'ai peint des cités antiques, j'ai tout à coup cette espèce de goût d'antiquité que j'avais contracté à l'Athénée m'est revenu à un moment donné, et j'ai fait des tableaux qui représentaient des cités qui étaient inventées, bien sûr, qui n'étaient pas réelles, mais qui étaient tout de même inspirées par l'atmosphère de cette époque révolue et qui, pour moi, a été extraordinaire. Enfin, une époque révolue, mais que l'on retrouve sur vos tableaux inquiète malgré tout. Il y a une inquiétude. Mais, inquiétude, si vous voulez, oui. Mais il y a aussi un désir de s'intégrer dans l'atmosphère du tableau. Alors, j'ai écrit, je crois, à un moment donné, que un tableau, devait être vraiment l'habitation de l'artiste. Il veut pouvoir habiter son tableau et y rester aussi longtemps qu'il peut. Et c'est pour ça que je ne faisais qu'un seul tableau à la fois, parce que j'étais dedans et je devais y rester. Je ne pouvais pas en sortir. Vous étiez donc très proche des personnages, du savant distrait et de la femme rêveuse. Tout ça, c'était extrêmement important pour moi. Et ça gardait... C'était une réalité. Je vivais de ça. Je ne peignais pas seulement, je vivais de ça. Vous comprenez? Vous avez rencontré Ensor? J'ai rencontré Ensor une fois, en 1935. Grand vieillard avec ses barbes blanches, une allure extraordinaire. Mais il n'avait pas beaucoup de goût pour sa peinture. Il dit, moi, j'aime mieux, ma musique est plus belle. Et sa musique, c'était des petites musiquettes, enfin, qui n'avaient pas de valeur réelle. Avec sa peinture, au contraire, il se trompait complètement quand il pensait ainsi que sa musique était plus belle que sa peinture. Bon, vous avez été très très longtemps un marginal. Vous aviez une sensibilité très en marge des autres. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez pour moi? La peinture, c'était une façon de s'exprimer, mais c'était aussi une façon de vivre. Je vivais mes tableaux. Je vivais réellement, je vivais. C'est comme si j'étais dedans et je les peignais, évidemment, avec conviction, puisque j'étais dedans. Et la femme est unique, elle est toujours la même, elle revient. Oui, ça n'a pas, pour moi, ça n'avait pas beaucoup d'importance qu'on soit toujours la même. Parce que si c'était toujours la même, comme elle était dans des situations différentes, dans des lieux différents, dans des lumières différentes,
n'était plus la même si c'était encore la même au point de vue physique. D'ailleurs, je les inventais. J'employais bien des modèles, mais c'était pour me renseigner, pour être sûr d'avoir une bonne construction, n'est-ce pas? Mais sinon, j'inventais mes figures. Et comme je les inventais, elles étaient toujours à peu près les mêmes. Vous pensez que la lumière d'Ostende, enfin, ou de la côte est importante pour vous? Mais écoutez, non, pas tant. J'ai eu à Furnes un petit atelier dans lequel j'ai travaillé pendant 15 ans à peu près pour les tableaux de dimension moyenne. Les grands tableaux sont tous faits à Boisfort, tous. Mais il y en a qui sont surtout dans la salle d'en bas, n'est-ce pas? Il y a des tableaux que j'ai fait ici à Furnes, dans un atelier très bien éclairé. Et c'était un peu différent comme atmosphère, évidemment. Il y a quand même eu un problème de couleur dans votre œuvre. Vous avez rencontré la peinture de Chirico. Mais c'est-à-dire que j'ai vu Chirico, je l'ai rencontré, je l'ai vu même, n'est-ce pas? Et je trouvais sa couleur très belle, mais c'est un Italien. Il a les couleurs italiennes. Pour moi, enfin, Chirico a peint comme un peintre italien, avec des tons chauds, etc. Ça, mais moi, je n'ai pas ce sens de la couleur. C'était tout autre chose. J'aimais les gris, comme les hommes du Nord. Si je mettais un ton, c'était rare, hein, même très, très simple, en rose, en rouge, en bleu. J'aime beaucoup le bleu. Mais beaucoup de gris, hein. Beaucoup de gris. Qui ne sont pas du tout faciles à acquérir. Il faut les trouver, il faut les chercher. Un gris n'est pas n'importe quel gris. Vous faites des dessins quand même avant d'aborder la toile. J'ai fait beaucoup de croquis, de dessins avant d'aborder une toile, n'est-ce pas? Et il y en a deux qui sont exposés ici. Et la synthèse se fait à l'issue de beaucoup de recherches? Mais écoutez, c'est tout à fait par hasard. Je restais des mois sans trouver un sujet qui me plaise, ou dans lequel j'étais, enfin. N'est-ce pas? Mais en général, ça venait tout doucement. Il suffisait d'un personnage dans la rue, ou bien de n'importe quel objet pour déclencher. Tout à coup, tiens, voilà, toute la chose se compose d'un coup. Il y a une toile qui vous est particulièrement chère ici, à Saint-Idesbald? Je dois vous dire que vous me posez une question difficile à laquelle je peux difficilement répondre parce que particulièrement cher. Ou chargé, humainement chargé. Humainement chargé. Je ne sais pas, je ne saurais pas le dire. Peut-être que Charles Vanden va nous répondre, le directeur de la Fondation. Répondre à la question que vous posiez à Paul Delvaux. Je crois qu'il n'y a que lui qui peut répondre d'abord. Moi, personnellement, il y a des toiles que j'aime plus un jour qu'un autre. Pourquoi? Ça, c'est une question d'humeur, de fatigue, de sérénité. Je pense que lui, peut-être, c'est différent. Parce qu'il les a toutes faites avec les émotions du moment ressenties à cette époque-là. Et puis ces émotions se sont estompées. Il y en a d'autres qui sont apparues, qui lui ont fait faire d'autres toiles. Je ne pense pas qu'il a des préférences. Enfin, je n'ai jamais entendu me parler de ça. Tu ne m'as jamais dit que tu avais une préférence pour l'une ou l'autre toile. Parce que dans chaque tableau, j'ai mis une chose que j'aimais bien. Ou bien qui avait pour moi un intérêt particulier. Et comme dans tous les tableaux, il y a à peu près ça, c'est difficile à savoir quel est celui que je préfère. Vous comprenez? C'est difficile. Il y a la gare forestière que j'aimais beaucoup à un moment donné
parce que elle a représenté pour moi toute l'atmosphère, l'univers des gares, des vieilles gares d'autrefois, n'est-ce pas, dans la forêt de Soignes. C'est en somme, là, comme j'habitais Beaufort, près de Bruxelles, près de la forêt de Soignes, et que le train passait dans la forêt de Soignes, n'est-ce pas, je me suis dit, je vais mettre une gare dans la forêt. Vous avez été chef de gare? Ah oui, je suis soi-disant chef de gare de Louvain-la-Neuve. Mais ça, c'était très gentil, c'était une cérémonie très gentille qui m'ont fait nommer chef de gare. Mais j'avais 85 ans. C'était plus possible. D'ailleurs, je ne connaissais rien. C'est parce que j'avais fait beaucoup de trains, je m'étais toujours beaucoup intéressé à la vie ferroviaire, n'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'ils m'ont nommé chef de gare honoraire de Louvain-la-Neuve. Mais comment avez-vous l'idée de placer une gare moderne dans une cité romaine? Mais je ne crois pas que j'ai jamais fait ça. Parce que pour moi, la gare représentait une atmosphère et la cité romaine une autre. Et je ne crois pas que j'ai jamais pu allier les deux, je ne pense pas. Ça ne va pas où? Ce ne sont pas des gares, hein. Ce sont des éléments tels que des canapés 17e qu'il a intégrés ou des trams, des choses comme ça. Des tramways. Des tramways, des trains. Je ne crois pas. Je ne m'en souviens pas l'avoir fait parce que pour moi, la cité romaine, c'était tellement loin des chemins de fer. Quoique nous en parlions hier encore avec des Romains qui étaient là. Et si tu te promènes à Rome le jour d'aujourd'hui, tu as des trains ou des trams ou des autobus qui circulent autour pas du Parthénon, autour du Colisée, par exemple. Oui. Dans la Rome antique, tu as des éléments modernes qui circulent. Oui. Donc, ce que tu as fait il y a 40 ans sur tes tableaux, c'est la réalité d'aujourd'hui encore. Hein. C'est vrai. C'est vrai, mais il faut qu'il y ait une raison péremptoire, esthétique, poétique, pour que je puisse allier deux éléments différents, comme le train et la cité antique. N'est-ce pas? Ça peut arriver. Si je l'ai fait, c'est parce que j'ai senti qu'il y avait une réalité poétique. Et c'est la poésie que vous cherchez dans la femme dévêtue, à demi nue? Mais si vous voulez, oui. Mais il y a aussi une question de couleur. Il y a aussi une question de temps. N'est-ce pas? Les femmes que j'ai mis dans certains tableaux sont de tous les temps. Et si je les habille, je les mets carrément d'une certaine époque. Ou bien alors j'invente des vêtements qui sont des vêtements... Des chapeaux, etc., qui peuvent être... Mais de toute façon, un chapeau de femme a toujours une époque. Et si je veux ne pas mettre d'époque, je la fais nue. C'est comme ça, n'est-ce pas, elles sont de tous les temps. Comment vous est venue cette idée de fondation, Paul Delvaux? Mais écoutez, je dois vous dire que c'est lui et ma femme. À eux deux qui ont dit il faut absolument faire un musée. Moi, je ne voulais pas. Moi, j'étais tout à fait contre. Elles disaient ça n'en vaut pas la peine avec tout ce que j'ai fait. J'ai été convaincu que bien souvent, je disais à mon neveu ici, tu vas faire une fondation, mais ça ne vaut pas la peine, voyons. Faire une fondation avec tout ça. Et alors, finalement, je me suis laissé convaincre. Et ils ont fait la fondation. Elle existe maintenant depuis à peu près 10 ans.
Elle est très belle, elle a beaucoup de succès, elle attire beaucoup de gens. Oui, mais oui, justement. J'étais assez surpris parce que j'avais l'impression que ça ne valait pas une fondation. Et j'ai toujours eu cette impression-là, avec la passion de la peinture. Ça avait la passion de la peinture, mais j'avais toujours l'impression que ce n'était pas assez bon. Voilà. Parce qu'il y a aussi la rencontre de vos toiles et des objets avec lesquels vous avez travaillé. J'aimerais bien que Charles Van Den nous en parle. Nous avons placé une vitrine dans la nouvelle salle qui expose donc tous ces objets qui se trouvaient soit chez lui, dans son atelier ou dans son living, et qui sont des objets familiers qu'il aimait beaucoup et auxquels il attache donc une énorme importance parce que, en plus, c'était un petit peu des modèles. Il s'inspirait, il y a des trains, des bateaux, des isolateurs de téléphone, d'électricité, de toutes sortes d'éléments qu'on peut retrouver par-ci par-là dans certaines toiles. Et je trouve que le rapport de l'objet réel par rapport à l'objet peint est très important, ici, surtout dans un musée. Un dernier mot, Monsieur Delvaux? Oui. Un dernier mot? Oui. Mais qu'est-ce que vous me dites? C'est toi qui dois le dire, le dernier mot. Alors, le dernier mot, mais dans quel sens? Je suis tout à coup perdu par... Parce que trop de derniers mots viennent. Il y a beaucoup de derniers mots qui viennent en même temps. C'était Monde intérieur en direct du Casino d'Ostende avec Paul Delvaux, Norbert Ostin, Willy van den Busch, Xavier Tricot, qui a créé un centre de documentation Jim Sansor, 20 rue Louise à Ostende. Le pays d'ici est réalisé par Éric Damaggio, Georges Arrigoni, François Test. Demain, 17h, les dunes, la plage, le sentier des lapins, avec Arnaud en personne.